c'est Sarah qui va prendre la main et qui va vous présenter le kit pédagogique en essayant de faire les animations en direct. Donc, on a mis un écran, mais qui est plus visible, c'est ça que je comprends pas. Bah moi, je le vois, mais il s'est remis en mode portrait, du coup. Ah, ok. Ok, ah oui, c'est là. Bon, ben, on va faire comme ça, c'est pas grave. Hein. Ouais. Tu veux que je fasse ça? Ouais, peut-être. Donc, on va retourner la truc. Est-ce que là, vous voyez le tableau blanc? Est-ce que c'est ce qui s'affiche pour vous? Oui. Non? Oui. Oui? Oui. Oui. Donc là, on va le tourner parce qu'en fait, ce sera pas comme ça. Et donc, Sarah va dérouler en direct l'animation fresque du pain pour que vous puissiez voir. Et après, il y a toutes les corrections et tous les détails des cartes, etc. dans le kit, mais au moins, ça permet de voir une partie en temps réel et que vous puissiez aussi poser vos questions. Est-ce que vous voyez l'ensemble du tableau là? Ou juste un petit bout avec... On le voit, on le voit. Ok, super. Parce que moi, je n'ai pas cet affichage-là, c'est bizarre. Bon. Et Sarah essaye de parler pour voir, comme ça vous voyez si vous l'entendez bien. Ouais, est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça ou pas? Oui. Oui, ça a l'air d'être bon. Ça va, ouais. Oui. Super. Donc on va vous présenter donc 3 animations. La fresque du grain au pain, la carte le jeu de reconnaissance des céréales panifiables et qui servent à faire du pain, et la carte du monde des pains. Et donc, on va faire animation par animation. Donc, peut-être Sarah va faire le déroulé et vous posez vos questions en fin de jeu. Et après, on passe au jeu suivant, si ça vous convient. Donc, c'est parti, Sarah, je te laisse. Ok, du coup, donc là, l'idée, c'est de retracer toute la filière du pain, donc avec un jeu à base de plusieurs paquets de cartes qu'on va mettre, du coup, au fur et à mesure. Et donc, du coup, on va avoir un premier paquet, le paquet orange. Donc ça va être sur les étapes de la filière. Donc, vraiment, qu'est-ce qui va se passer en termes d'étapes tout au long du processus. Le deuxième paquet avec lequel on va jouer, du coup, le paquet bleu, ça va être les acteurs qu'on va replacer ensuite sur les étapes qu'on aura vues avant. Et ensuite, les 3 paquets suivants, ça va être des zooms sur certains moments de la filière. Donc, le paquet vert, ça va être un zoom sur la culture du blé tendre, avec les différents enjeux et les choses à prendre en compte dans la culture du blé tendre. On va avoir le paquet rose, ça va être donc le paquet du moulin. Qu'est-ce qui se passe précisément dans un moulin? Tous les processus qui rentrent en jeu pour transformer un grain de blé en farine. Et le dernier paquet, du coup, ça va être le paquet sur la fabrication du pain, donc les étapes de la fabrication du pain en boulangerie, les différentes étapes de la recette. Donc ça, c'est un jeu qui peut être joué à partir des élèves de primaire. Hein. Seulement, le paquet vert, il est un peu plus complexe que les autres parce qu'il parle de la culture du blé, donc il y a des enjeux un peu plus complexes. Donc, on ne va pas forcément le faire avec des tout petits. Ce sera plutôt au niveau du CM2 ou du collège. Et sinon, tous les autres paquets, c'est aussi adaptable pour des CM2, des lycéens ou voire même des adultes. Bon, ce sera un peu plus facile, mais du coup, ça peut aussi se faire. Donc, on va faire les uns après les autres ensemble. L'idée, c'est que quand on anime avec un groupe d'élèves, on les mette, l'idéal, c'est d'être en demi-groupe par 15 à peu près, et du coup, de les mettre par un groupe de 2 ou de 3 et de distribuer 2 ou 3 cartes à chacun des élèves. Donc, une carte, ça se présente comme ça. On a donc d'un côté une image avec le nom. Donc là, on a le silo. Et de l'autre côté, des informations sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc, les élèves peuvent aussi se servir des informations qu'il y a derrière pour essayer de comprendre et de replacer par la suite. Donc, l'idée, c'est qu'on distribue 2-3 cartes par groupe d'élèves. Ils les regardent entre eux, ils en discutent un peu. Et après, du coup, pour animer le jeu, on leur propose donc de retracer ensemble tout le parcours du grain au pain, donc sous forme d'une frise comme ça, d'une évolution. Donc, on peut commencer l'amorce du jeu en demandant qui pense qu'il a une carte qui arrive tout au début de la filière. Donc là, du coup, la carte qui va arriver tout au début, ça va être la culture du blé tendre. Donc, c'est vraiment le côté agricole, la culture du blé tendre. Donc, c'est ce qui va venir au début. Et donc, voilà, après, on va retracer toute la chronologie.
il y a un aspect un peu particulier, c'est la carte transport, du coup, qui est représentée par un gros camion. Cette carte, elle est en 4 ou 5 exemplaires, parce qu'en fait, c'est pour mettre en avant le fait que le pain, du coup, c'est une filière assez longue et qu'il y a beaucoup de transport à différentes étapes de la chaîne. Donc, on y reviendra par la suite. Après, c'est important que, du coup, quand on transmette cette connaissance, les jeunes l'aient à l'esprit. Donc, après, en discutant avec les jeunes, vous arrivez à remettre à peu près les cartes dans l'ordre. Donc, en correction, ça va donner la culture du blé tendre. Donc, le blé est cultivé. Ensuite, il est transporté vers le silo. Donc, ça va être le lieu de regroupement entre plusieurs agriculteurs. Donc, qui permet de stocker le grain pendant une certaine durée. Ensuite, le blé va de nouveau être transporté vers, du coup, le moulin. Donc, le lieu de transformation. Donc, après, il ne faut pas hésiter à agrémenter la fresque de flèches, de schémas. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Par exemple, là, pour que ce soit plus clair, c'est du blé qui sort. Je ne sais pas si c'est forcément dans le bon sens, mais vous allez peut-être devoir vous contentionner un petit peu. Du coup, bien afficher clairement que c'est le blé qui sort du silo, qui part dans le moulin. Qu'est-ce qui sort du moulin? C'est de la farine. Hop là, une fois qu'on a la farine, où est-ce qu'elle va? Donc, encore une fois, elle utilise du transport pour aller donc à l'étape de fabrication du pain, le plus souvent en boulangerie. Et donc ensuite, qu'est-ce qui sort de la boulangerie? Ce sera du pain. Hop, et donc le pain, où est-ce qu'il va après? Il va à la vente, donc en supermarché, il peut aller au restaurant scolaire directement ou à table là où il est consommé. Donc, il va encore y avoir du transport et là, on peut aussi faire d'autres liens. Donc, la boulangerie, ça peut aller directement à la table, directement au restaurant scolaire ou ça peut passer par le supermarché qui après livrera soit le restaurant scolaire, soit aussi les cantines des particuliers directement. Et on peut aussi préciser qu'il y a certains supermarchés qui maintenant fabriquent leur pain sur place aussi. Donc voilà, là, c'est montrer que c'est un débouché assez complexe et que ça peut se faire de différentes manières avec différents intermédiaires. Donc une fois qu'on a cette base-là qui retrace globalement toutes les étapes, on va ajouter donc le paquet bleu dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est le paquet des acteurs. Donc là, encore une fois, les mêmes groupes d'élèves, on leur distribue 2-3 cartes chacun. Et l'idée, c'est, cette fois, il n'y a pas forcément nécessité de le faire de manière chronologique, donc c'est de replacer chaque rôle, chaque métier, où est-ce qu'il intervient dans la filière. Donc, on va avoir agriculteurs et agricultrices qui vont avoir joué leur rôle au début, meunier, meunière pour le moulin, technicien et technicienne de silo au niveau du silo. Donc, pareil, derrière, des explications, notamment pour des métiers qui sont peu connus. Technicien et technicienne de silo, c'est pas forcément quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est important de visibiliser ce métier-là et même l'ensemble des métiers, surtout pour les jeunes. Là, on a une carte, du coup, ça va être l'agronome. Donc, c'est la personne qui va conseiller les agriculteurs et les agricultrices pour qui guident au mieux leur culture. Donc, c'est un métier qui est un peu plus abstrait pour les jeunes. On n'est pas forcément obligé de le mettre. Donc, ça dépend aussi à tout un chacun d'évaluer le niveau de sa classe, si les élèves seraient aptes à comprendre un peu le métier. Si ça nous paraît trop compliqué, on n'est pas obligé de la mettre. Qu'est-ce qu'on a? On a conductrice routière et conducteur routier, donc au niveau de n'importe quel transport. Cuisinier, cuisinière de restaurant scolaire. Donc là, c'est important aussi de visibiliser que c'est grâce à ces personnes-là que les enfants ont du pain tous les midis à la cantine. Boulanger, boulangère, c'est un principe, ça pose pas de souci. Et vendeur, vendeuse, donc c'est la personne qui va pouvoir conseiller au mieux le client, donc soit en supermarché, soit en boulangerie. On peut le mettre par là. Et on a cette carte donc un peu spéciale sur paysan boulanger, paysanne boulangère. Donc c'est bien de la mettre du coup à la fin, une fois qu'on a placé tous les acteurs, et de dire à votre avis, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, en prenant les radicaux des mots, paysan, donc de fait, c'est la personne qui va cultiver son blé, et boulanger, boulangère, c'est la personne qui va fabriquer son pain. Si la personne fait son blé et son pain, elle fait aussi sa farine. Et donc là, on voit que il y a les grandes étapes de la filière, mais que c'est vraiment très, très réduit. Donc, il n'y a plus les transports, il n'y a plus la phase de regroupement du blé avec d'autres agriculteurs, parce que souvent, c'est le paysan ou la paysanne boulangère qui utilise ses propres farines uniquement pour faire son propre pain. Et après, les débouchés peuvent être divers, donc directement à table
au restaurant scolaire, pourquoi pas en supermarché. Donc voilà, ça c'est une carte un peu particulière, c'est pour ça qu'on en parle souvent à la fin. Peut-être que je ne sais pas si vous avez des questions sur les 2 premiers paquets déjà. Oui, on peut prendre quelques questions si vous avez des interrogations. Mais comme Sarah explique super bien que c'est très clair, on peut peut-être passer Il n'y a pas de questions. Du coup, là, le paquet suivant, donc on va faire dans l'ordre de la frise, mais du coup, c'est un paquet qui est un peu compliqué pour les jeunes. Donc, c'est sur la culture du blé tendre. Donc là, on va avoir plusieurs enjeux et donc, plusieurs... Celui-là, on ne le préconiserait pas pour CP, CE1. Après, et même voire CE2, mais c'est vraiment au niveau de... Enfin, voilà, chacun décide comme il veut fonctionner, mais ce serait plutôt pour les cycles 3, du coup. C'est ça. Donc, du coup, vu que l'agriculture, c'est assez complexe, on a décidé de mettre plusieurs cartes et après, de pouvoir les trier et les expliquer clairement selon 3 niveaux. Donc là, on peut faire 1, 2, 3, qui va donc ici du plus global, donc quelque chose de vraiment à grande échelle, que ce soit une échelle spatiale ou temporelle, ou quelque chose d'assez global. Donc là, ça va être à l'échelon 2, quelque chose aussi de plutôt général, mais quand même spécifique à la culture du blé tendre, mais qui va pouvoir être assez global sur tout l'ensemble de la culture. Et au niveau 3, on va mettre donc les étapes très concrètes et qui peuvent vraiment se mettre dans l'ordre de la culture du blé tendre. Donc là, c'est un paquet qui va être un peu compliqué. Au début, ce que je fais quand je l'anime, c'est que je dis qui a une carte, qui a une idée de à peu près où la placer, mais il n'y a pas forcément d'ordre par quoi commencer. Donc nous, on va peut-être commencer par le plus global au plus technique. Donc la carte la plus globale, ça va être la rotation des cultures. Donc encore une fois, il y a des explications derrière pour expliquer un peu ce que c'est ce principe-là. Donc ça, il ne faut pas hésiter à dire que c'est vraiment une stratégie globale que l'agriculteur ou l'agricultrice va mettre en place tout au long de ces systèmes de culture. En fait, donc ça va comprendre plusieurs parcelles, plusieurs espèces cultivées, même des moments où il n'y aura pas d'espèces cultivées sur certaines parcelles. Ça va comprendre plusieurs jeux de parcelles aussi, avec plusieurs rotations dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment une stratégie très, très globale. On peut dire, du coup, petit rappel, que c'est souvent sur cette stratégie aussi qu'on peut avoir des conseils de l'agronome, mais aussi sur des choses plus techniques. Ensuite, sur des aspects un peu plus généraux, spécifiques à la culture du blé tendre. Donc ça va être la fertilisation et la lutte contre les bioagresseurs. Donc la fertilisation, ça va être tout ce qui va permettre à la plante de disposer de tous les nutriments dont elle a besoin dans le sol pour bien grandir. Et les luttes contre les bioagresseurs. Donc dans cette carte-là, on comprend les maladies, les plantes concurrentes, donc les adventices, les mauvaises herbes, et les ravageurs, donc type insectes, nuisibles animaux. Donc ça va être d'un point de vue assez global, mais spécifique à la culture du blé tendre, dans le sens où la lutte contre les bioagresseurs ou la fertilisation, ça doit se faire de manière spécifique à cette culture-là, à ces besoins-là, mais de manière générale, parce que soit ça peut s'exprimer à plusieurs moments, par exemple, de l'étape du blé tendre. Ça peut, par exemple, s'occuper de la fertilisation avant, pendant la culture, mais aussi, c'est des choses qui peuvent être gérées de manière beaucoup plus globale à l'échelle des rotations des cultures. Mettre une légumineuse avant le blé tendre, ça va permettre d'enrichir le sol. Donc là, on s'intéresse déjà à la fertilisation du blé tendre bien avant de cultiver directement. Et donc ensuite, dans la troisième étape, donc ça va être des choses très concrètes. Donc on va avoir le choix variétal et le travail du sol. Donc ça, c'est vraiment les 2 étapes préliminaires à la culture du blé tendre. On les met ensemble parce qu'elles vont très souvent de pair. Le travail du sol va dépendre du choix variétal et inversement. Donc ceux-là, on peut les mettre ensemble. Ensuite, donc une fois qu'on a choisi qu'est-ce qu'on va planter, comment on le fait, eh ben, on y va. Donc le semis. Une fois qu'on a semé notre blé tendre, il va pousser. Donc là, il y a les différentes étapes de la croissance du blé tendre. Il va germer, lever, il va y avoir la montaison, les piaisons. Et une fois qu'il est mature, la dernière étape, donc ça va être la récolte. Et au dos de chaque carte, vous avez des précisions sur tous les éléments. Voilà. Voilà, ça, avec que les élèves peuvent lire avant de positionner potentiellement la carte. Ça donne des indices. Et du coup, ce qui est important aussi de faire sur les paquets où ça va faire des zooms, c'est de penser au début et à la fin, de les recontextualiser dans la frise. Parce que là, du coup, ça peut devenir très, très technique et on peut vraiment avoir la tête plongée dedans.
Et c'est de dire, maintenant qu'on a notre blé tendre, qu'est-ce qu'on fait? Et ben on a dit que hop, il partait au transport au silo. Donc, ce qui est important aussi, c'est de faire des liens au début et à la fin des zooms pour vraiment recontextualiser dans une échelle beaucoup plus grande et globale à l'échelle de la filière. Donc ensuite, le quatrième paquet, du coup, ça va être le paquet rose. Donc ça va être le zoom sur le moulin. Qu'est-ce qui se passe techniquement et concrètement dans un moulin pour transformer le grain en farine. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à changer de couleur. Ce que j'aime bien faire pour le moulin, c'est aussi de dessiner. Du coup, on va le faire au-dessus pour la place. Donc, on dit à votre avis, ça ressemble à quoi en moulin? Est-ce que si je dessine quelque chose comme ça, pour vous, ça ressemble à un moulin? Instinctivement, les enfants ils vont dire bah non, ça c'est pas un moulin parce qu'il n'y a pas l'hélice. Du coup, ah oui, c'est vrai, on dessine l'hélice comme ça. Et du coup, là, on peut directement partir sur ah ben si on fait une hélice, à quoi ça sert? C'est pour utiliser le vent. Ok, parce que selon vous, un moulin, ça fonctionne avec quelle énergie? Donc là, les enfants peuvent citer plein d'énergies. Donc il y a le vent qui va être récupéré par l'hélice. Il y a la roue, souvent. Des moulins aussi peuvent utiliser la force hydraulique, donc avec une roue. Comme c'est d'ailleurs sur l'image du moulin, on voit un moulin à vent et un moulin avec une roue dans un cours d'eau. Et après, du coup, on peut leur demander quel type. Oui, et on leur explique que traditionnellement, c'était la force de l'eau et la force du vent, mais qu'aujourd'hui, c'est la force électrique qui est utilisée. Voilà, c'est ça. Et que du coup, maintenant, c'est beaucoup de la force électrique. Et surtout, on peut aussi leur demander, et il y a une autre force qui est utilisée dans les moulins, qu'on oublie très souvent, une force qui est omniprésente partout. Oui. Et en fait, c'est ce qui va justifier la forme aussi haute d'un moulin, c'est qu'en fait, le blé va rentrer en haut et que la forme du moulin va utiliser la force gravitationnelle, donc la force qui fait tomber n'importe quel objet au sol, pour permettre au blé, en tombant et en utilisant cette force naturelle, de subir plusieurs traitements. Donc c'est pour ça que c'est important de faire aussi une structure large, parce qu'on va mettre des cartes à l'intérieur du moulin pour illustrer les différents traitements que le blé va subir pour devenir une farine. Donc comme ça, c'est assez clair que ça se passe dans un certain ordre. Et donc ensuite, on peut dire, donc selon vous, c'est quoi la première étape de la transformation du grain en farine? Donc il y a cette première carte, donc la réception du blé. Donc le blé, on a dit qu'il arrivait d'un camion au moulin. Donc il est d'abord réceptionné, il y a un échantillon qui est prélevé pour la traçabilité, tout ça. On peut plus ou moins développer selon si les enfants sont intéressés ou s'ils décrochent un peu. Ensuite, avant d'être envoyé dans les traitements de transformation, le blé il va être trié. Donc ça va être pour enlever donc, toutes les impuretés, les bouts de cailloux, les restes d'autres cultures, les saletés, de la terre, tout ça. Donc tout ce qu'on ne veut pas transformer en farine, en fait, pour les enfants, c'est assez concret de dire qu'est-ce que vous ne voulez pas avoir dans votre farine? Bah, des cailloux, donc c'est pour ça qu'il faut les enlever avant. Donc une fois qu'on a nos blés qui sont purs, donc là c'est une étape que beaucoup de gens ne connaissent pas d'ailleurs, donc ça va être l'humidification. C'est une étape qui consiste à du coup humidifier le blé. Donc n'hésitez pas à souligner le terme humidifier qui n'est pas forcément clair pour des jeunes. Donc c'est pas mouillé, c'est vraiment mettre dans un climat humide et ça va permettre d'assouplir l'enveloppe du grain. Et comme ça va être plus facile de le broyer. Donc là, on peut dire aux enfants d'imaginer un grain de blé qui a passé l'été sous la chaleur, puis après qui a été transporté pendant des semaines, peut-être des mois dans un silo. Donc ça fait vraiment quelque chose de très très dur, très très ferme, impossible à broyer ou à écraser. Donc c'est le but de l'humidification, de le rendre plus souple pour qu'il puisse subir des traitements. Donc une fois que le grain de blé est souple, là les traitements vont commencer. Donc le blé rentre dans la structure du moulin et va subir un premier traitement, donc, qui est le broyage. Donc ça, c'est assez connu, c'est le fait d'écraser. Donc comme c'est expliqué derrière, traditionnellement, c'est fait avec des meules de pierre. Maintenant, c'est souvent des cylindres mécaniques, des cylindres métalliques qui fonctionnent donc avec de l'électricité, où le grain de blé va passer au milieu et donc va être broyé. À la suite de ça, donc, il va y avoir un résidu et qui va être tamisé. Donc aussi insister sur le terme de tamisage, en leur donnant par exemple l'exemple de quand on est à la plage et qu'on filtre un peu le sable pour récupérer des cailloux, etc. Donc un peu le principe d'une passoire, donc ça va être de filtrer selon la taille des éléments. Donc ensuite, une fois que, à la suite du tamisage, il y a plusieurs éléments qui vont ressortir selon leur taille, et donc ça ne se passe pas exactement précisément comme ça, mais pour simplifier,
selon la taille de ce qui sort du tamisage, ça va faire différents types de farine. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a quelque chose qui est broyé, qui part au tamisage. Il y a des produits qui sortent du tamisage et d'autres produits qui retournent au broyage pour obtenir des produits plus fins. Donc ça fait un cycle qui se met en place et qui va être répété un grand nombre de fois. Par exemple, dans un moulin qui produit des gros volumes comme on a pu visiter, nous, dans les Alpes de Haute-Provence, ce cycle, il est répété 14 fois. Donc après, pour les paysans boulangers, ça va être à beaucoup plus petite échelle, donc ça va pas être aussi des gros volumes et autant de répétitions. Et du coup, c'est ces cycles-là qui vont à chaque fois donner différents produits, et ça va être l'assemblage des différents produits du cycle broyage-tamisage qui vont permettre de faire des différents types de farine. Donc ça, c'est un peu complexe. Pour les jeunes, on peut simplifier en disant que voilà, selon la taille du broyage, ça fait différents types de farine. Donc ensuite, sur les différents types de farine, là, on a aussi les explications derrière la carte. Donc plus la farine est blanche, concrètement, plus elle est raffinée, et plus elle a une couleur un peu foncée, plus elle est complète, et donc elle va être riche en nutriments, parce que du coup, ça va être des éléments grossiers, notamment l'enveloppe et le son du grain. Donc le son, c'est le germe. Et une fois qu'on a donc ces différents types de farine, et ben, la dernière étape, qui va être logistique, mais qui n'est pas à négliger, ça va être l'ensachage, le stockage et la livraison. Donc, c'est ce qui va permettre de vraiment faire un produit qui est commercialisable après pour la suite de la chaîne. Et là, encore une fois, dire, maintenant qu'on a des sachets, qu'est-ce qu'on en fait? On livre quoi? On livre où? On livre à la boulangerie. Donc là, l'idée, c'est toujours de souligner le lien de ce travail-là, de quelle manière il s'inscrit dans la chaîne assez globale. Sur le taux, les T80, T, etc., vous pouvez demander aux enfants pourquoi, à votre avis, quand on prend de la farine avec les T les plus élevés, il faut plutôt privilégier de la farine biologique. C'est parce qu'en fait, comme on broie l'ensemble, on ne trie pas l'enveloppe, elle reste dans ce qu'on mange, et que c'est évidemment l'enveloppe qui reçoit le plus de produits insecticides et pesticides. Il vaut mieux privilégier le bio quand on achète ce type de farine en particulier. Voilà, ça peut être faire un lien sur aussi les pratiques de culture aussi, le paquet vert, ça peut faire le lien. Voilà, tout à fait. On peut faire aussi la comparaison avec, par exemple, le grain, en fait, c'est comme un fruit où c'est la peau, donc la peau du fruit qui va comporter le plus de vitamines, de nutriments, mais aussi du coup le plus de résidus de pesticides si c'est pas en agriculture biologique. Super. Est-ce que vous avez il reste un petit paquet, qui s'assortit d'une activité manuelle en principe qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais est-ce que vous avez des questions déjà sur la fresque Non, elle est complète. Super, voilà. Et c'est vraiment adapté en fonction du niveau, du temps que vous avez, de ce qui est étudié en ce moment en classe, etc., quoi. Et donc, du coup, là, il y a un dernier paquet. Donc voilà, là, le dernier paquet. Oui. En général, Sarah, une animation comme ça, tu prévois combien de temps avec, mettons, je sais pas, une classe de CM2? Du coup, au Salon des Agricultures de Provence, on avait fait, mais du coup, que le paquet jaune, le paquet bleu et le paquet du moulin. Parce que celui-là, le dernier paquet, c'était avec une autre animation et ça nous durait à peu près 20-25 minutes. Ok, super. C'est vraiment chouette. Et donc, du coup, le dernier paquet, donc ça va être à la suite de la farine. Qu'est-ce qu'on fait avec la farine? On fait du pain. Donc, n'hésitez pas à leur demander qui a déjà fait du pain. Super, vous avez fait comment? Donc, ils ont tous déjà fait du pain, ils savent tous exactement comment faire. Donc, après, pour remettre les étapes dans le bon ordre, c'est pas forcément la même chose. Donc, voilà, pareil, en leur donnant donc, les cartes par petits groupes. Donc, on arrive à dégager l'ordre. Là, c'est vraiment assez simple ce paquet parce que c'est bête et méchant, quoi. C'est une recette. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre? Avec un petit piège quand même. Avec un piège, pour les pouces. Pour les différents temps de repos. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, donc, le choix des ingrédients. Donc, n'hésitez pas à rappeler les 4 ingrédients principaux pour faire du pain. Donc, farine, sel, eau et levure ou levain. Et après, d'ailleurs, vous pouvez insister sur le rôle de la levure et on y reviendra après dans la recette. Donc, le mélange et le pétrissage. Vous pouvez dire aussi que le pétrissage, c'est une étape importante parce que c'est ce qui va permettre de former une élasticité, une homogénéité dans la pâte pour lui permettre de résister à la production de gaz.
la production de gaz, ça va être dans l'étape de séparation et de fermentation. Donc la levure, qui est un organisme vivant, mange le sucre qui est dans la farine et pète dans la pâte, donc ça fait des gaz. Très simplement. Et donc, une fois que notre pâte a bien gonflé, on lui donne la forme qu'on veut. Donc ici, c'est des baguettes. Et en fait, du coup, là, c'est le petit piège, c'est parce que la pousse, c'est pas forcément un mot qui est familier. Et en plus, du coup, c'est vrai que sur les images, ça aide pas parce qu'on voit pas forcément que ça vient après ça, vu que c'est pas les mêmes formats de pain. Mais du coup, la pousse, c'est bien le deuxième temps de repos. Et d'ailleurs, c'est écrit du coup derrière la carte. Donc, s'ils font des erreurs, n'hésitez pas à les renvoyer aux explications pour qu'ils comprennent que aussi ils peuvent trouver les informations, que normalement tout est dit pour pouvoir les trouver. Donc là, il y a marqué clairement, c'est la deuxième phase de repos de la pâte. Donc, et normalement, sur le façonnage, il y a aussi écrit quelque chose comme... Enfin, normalement, il y a des références d'une carte à l'autre pour essayer de les resituer entre elles. Donc, la pousse, dernier temps de repos. Ensuite, l'amage, donc le dernier geste du boulanger de casser la croûte avant la cuisson. Et enfin, refroidissement et conditionnement. Donc, voilà, ça, c'est toute la recette pour faire du pain. Et du coup, ça peut s'assortir en classe ou lors d'une autre activité. Vous pouvez utiliser que ce paquet-là pour faire justement un atelier fabrique ton pain, comme nous on a fait du coup au salon des agricultures de Provence, où on a d'abord donc retracé cette recette-là avec un support. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est dans le guide d'animation et dans les ressources qu'on propose. Donc on a cette trame-là. Peut-être à mettre comme ça. Vous pouvez replacer les cartes marron dessus, le chemin. Voilà, et normalement, si vous l'imprimez en A3, ça va bien comme ça pour replacer toute la suite. Et après, ça, vous pouvez aussi la laisser directement sur la table pour que les enfants puissent s'y référer quand ils veulent. Ah oui, qu'est-ce que c'est déjà cette étape? Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et donc, ça permet après de suivre une recette de fabrication du pain. Peut-être que je peux prendre le relais sur cette phase-là, vu qu'on l'avait fait au salon, et comme ça, tu débarrasses le plateau pour faire l'atelier suivant. Et vous avez toute la correction dans le guide, hein, les photos, etc. Donc, on avait fait cette frise marron, là, et on avait proposé aux élèves par petits groupes, on mettait 3 enfants par saladier, et ils pesaient farine, levure, sel et eau. Ils confectionnaient un pré-pâton. Nous, avant ça, 2 heures avant, on avait confectionné déjà un premier pâton pour le groupe. Donc, ils ont pu façonner le pain déjà levé. Donc, on expliquait qu'on grillait les étapes et qu'on allait plus vite parce qu'on avait prévu par avance, parce qu'on n'avait pas le temps d'attendre X heures avant la pousse. Donc, ils façonnaient leur pain. Et après, on avait un four qui nous a permis de cuire les pains. Mais après, ils peuvent aussi repartir chez eux avec le pâton et le faire cuire à la maison en fonction de... Mais c'était intéressant déjà parce qu'ils adorent patouiller, mais ça, vous le savez. Mais voilà, ils voyaient vraiment toutes les étapes qu'il y a de fabrication et que c'est pas anodin et ça tombe pas du ciel un bout de pain et qu'il y a vraiment du travail derrière. Donc, ça avait bien fonctionné. Voilà. Et donc là, ce que Sarah va vous présenter, tu peux rapprocher le truc, c'est un deuxième... non, est-ce que vous avez des questions sur la frise? Je crois pas. Le deuxième atelier, c'est un atelier sur la reconnaissance des différents types de farines qui peuvent rentrer dans la constitution d'un pain, avec le lien avec la plante sur laquelle, ce que c'est quoi physiquement, et le pain, la tête du pain que ça donne à la fin. Pour le kit, peut-être tu peux juste déjà le montrer, vous avez des... Donc ça, évidemment, comme on vous a donné tout en format PDF, ça n'est pas livré avec les graines, mais vous pouvez le constituer facilement vous-même en allant dans des magasins type Biocoop, voilà, où ils ont du vrac et faire des petites quantités. Le support comme ça, je crois que je l'avais acheté chez Action. Mais voilà, il y en a dans différents types de magasins, Jiffy, je pense que c'est souvent pour les loisirs créatifs, pour ranger des perles ou des choses comme ça, vous avez ou des petits pots de confiture, des mini pots de confiture, ça peut marcher aussi, ou des sachets, des mini sachets congélation, là, ça peut fonctionner aussi. Et pour la constitution du kit, on a fait différentes propositions, vous voyez, de céréales dans le jeu, mais vous pouvez en rajouter d'autres ou en mettre moins. On met la correction derrière pour se souvenir, parce que on ne peut pas reconnaître toutes les farines de tête, c'est pas possible. Et chose importante pour les petits, pour un public adulte à la limite, mais c'est quand même déjà très compliqué, c'est qu'on les associe ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis là c'est pas fait, mais on a mis vous mettez par paquet la farine et sa céréale.
ou sa légumineuse attachée avec un élastique. Parce que sinon c'est impossible de retrouver la farine de pois chiche dans X farine, c'est très compliqué quand même. Voilà, et à la limite, c'était l'exemple le plus facile, la farine de pois chiche à retrouver, mais sinon, il y en a d'autres qui sont quand même pas évidentes. Voilà, je te laisse. Ouais, donc voilà, c'est ça l'idée. Donc, c'est d'avoir différents échantillons de farine et de grains bruts. Et il y a une petite exception du coup pour la farine de blé, où pour le coup il y aura un échantillon de céréales brutes, donc le blé, et 4 échantillons de farine, parce que comme on l'a vu, ça fait référence aux différents types de farine. Et là, du coup, ça peut être amusant pour les jeunes d'avoir donc les différents types de farine. Donc voilà, là je vous les montre, c'est ces 4-là. Donc on a T65, T80, T110 et T150. Et en fait, du coup, là, ils peuvent assez facilement les retrouver en les classant simplement par la couleur. Et du coup, la carte farine, le but, donc, ça va être de replacer sur chacune des cartes. Et donc, la carte farine, on voit qu'il y a l'espace pour placer la céréale brute et 4 espaces pour placer donc les différents types de farine de la plus raffinée à la plus complète. Donc voilà, ça peut être un jeu sympa à faire. Et donc après, voilà, les céréales et les farines brutes comme ça à placer directement donc, sur la carte dans l'encadré échantillon. C'est faire un exemple pour la suite et après, on n'est pas obligé de les montrer tous. Ouais. Qu'un seul. Et du coup, l'idée, c'est de compléter ces cartes donc avec la céréale brute, la farine, mais aussi du coup avec des cartes qui représentent donc les différents pains et les différentes pousses, donc les différentes plantes qui permettent de d'avoir ces échantillons-là. Donc, par exemple, on va faire avec le maïs. Donc, parmi toutes les cartes de plantes, ils arrivent à identifier la carte de maïs. Donc, cette carte-là, ils vont la placer sur la carte support maïs. Ensuite, ils vont essayer de reconnaître l'échantillon de maïs qui est lié à sa farine. Donc, ils seront déjà liés entre eux. Normalement, ils arrivent bien à les identifier, les céréales brutes. Donc, à placer sur le cadre échantillon. Et ensuite, du coup, de retrouver le pain. Donc parmi les différentes cartes pain, donc le maïs, pour le coup, c'est assez simple parce qu'il est vraiment tout jaune et en plus, il y a un bol de maïs à côté. Donc, franchement, ils ne peuvent pas se tromper. Hop, et de le replacer dessus. Donc, la difficulté, ça va être surtout pour blé, seigle et petite épote, parce que c'est vraiment des plantes qui sont très très proches. Si je vous montre les photos, enfin même si on s'y connaît bien, c'est assez dur de faire la différence. Donc pour ça, j'ai caché des petits indices, notamment sur la couleur des cartes qui font référence un peu à la couleur des photos et avec des illustrations. Par exemple, le petit épeautre, on voit qu'il est plus fin et qui pointe vers le bas. Et c'est l'illustration qui est sur la carte. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire qu'ils peuvent se servir des indices. La carte quinoa, elle est rose parce que sur la photo de la plante quinoa, voilà, il y a plusieurs variétés. Du coup, on fait ressortir un peu le rose. Donc voilà, ils peuvent aussi s'aider de ces petits indices-là. Et l'intérêt de ce jeu, donc, c'est déjà de retracer donc, toute la filière, plantes, céréales brutes ou grains bruts, farine et pain. Et aussi, du coup, de faire le parallèle entre les farines qui contiennent du gluten, donc blé, seigle, petite épeautre, et celles qui n'en contiennent pas. Donc, d'essayer de comprendre pourquoi. Et là, on voit que c'est les farines, les espèces végétales qui se ressemblent beaucoup, qui contiennent du gluten, parce qu'en fait, c'est une composante qui sont propres à cette farine, à cette espèce de céréales, donc qui sont très proches génétiquement, et que du coup, les autres farines n'ont pas de gluten. Donc là, on peut faire le parallèle avec le rôle de la levure, parce qu'on a dit que la levure, elle permettait de faire lever le pain en se nourrissant du gluten. Et donc, comment ça se fait qu'on peut faire du pain avec les autres des espèces végétales? Ça va être qu'elles vont avoir d'autres caractéristiques qui vont permettre parfois de faire gonfler le pain par d'autres processus que la fermentation. Le riz, par exemple, il a cette caractéristique de beaucoup retenir l'eau. Donc, en retenant l'eau, il va gonfler et ça va permettre de faire gonfler le pain. Donc, ça va être un processus complètement différent de la fermentation. Donc, on peut aussi préciser ça si jamais soit que les élèves sont vraiment intéressés et peuvent comprendre ce genre de mécanisme. Il faut aussi ajouter que souvent dans les boulangeries, quand on donne l'allégation pain de maïs ou pain de pois chiche, généralement, il y a 20% de cette farine-là et le reste, c'est de la farine de blé. Sauf si c'est écrit garantie sans gluten, etc. Mais voilà, expliquer qu'un pain de maïs n'est pas fait à 100% de farine de maïs, loin de là.
Donc voilà. Après là, toutes les explications que je vous donne à l'oral qui sont peut-être un peu techniques, elles sont notées aussi dans le guide du coup. Donc ça, c'est le support d'utilisation que vous trouvez en PDF. Et donc par exemple pour cette animation-là, il y a notamment donc, un petit tableau comparatif sur blé, petit épeautre et sel qui se ressemblent beaucoup si vous voulez avoir d'autres éléments pour bien les différencier. Et le cas du gluten, donc tout ce dont on vient de parler. Ouais. Donc c'est tout expliqué pour vous en imprégner avant de pouvoir l'expliquer clairement. Et je pense que sur celle-ci, c'est... Ouais, je sais pas si vous avez des questions du coup sur cette animation-là. Je pense pas. Oui. Moi, j'avais une question. Donc, quand on propose ce jeu à une classe, en gros, il y a les 7 cartes des types de céréales, enfin, voilà, et toutes les autres cartes sont distribuées aux participants un peu dans le désordre et finalement, comme si on distribuait un jeu de cartes. Et chacun va retrouver au fur et à mesure, en fait, quand on est sur le maïs, ils vont se prononcer un par un en disant moi j'ai une carte pour le plateau maïs. On peut aussi, nous quand on l'a testé, on avait plutôt mis toutes les cartes dans un coin de la table. Okay. Et puis il les prenait, il les plaçait. Et les échantillons aussi. Mais après, les deux fonctionnent. Hein. Si vous voulez faire au tour par tour et dire qui pense avoir le maïs, etc. Sinon, vous pouvez tous les placer sur une table et ils sont là. Oui. Ouais. Pour les faire participer, quoi, c'est ça, c'est toujours. Oui, que ce ne soit pas toujours le même qui prenne la carte, oui, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai qu'on peut attribuer directement une carte à un enfant dès le départ, comme ça chacun a son mot à dire au moment où il veut placer sa carte. Ok. Voilà, et là on va vous présenter du coup une autre animation qui est la carte du monde des pins. Donc tu peux faire le lien avec les cours d'histoire géo et qui a pour objectif, on peut afficher peut-être un petit bout de scotch ou avec les éléments, et que le pain existe partout dans le monde sous différentes formes, mais que c'est vraiment un aliment culturel qu'on retrouve partout. Donc là, nous, pour faire le support, parce que ça, le fond de carte, on ne l'a pas en PDF, mais vous pouvez prendre n'importe quel planisphère que vous avez en classe et on a collé dessus pour que les enfants puissent venir scratcher des petits bouts de scratch. Voilà. Et donc, il y a la partie mâle sur la carte et la partie femelle au dos des cartes. Et après, ils peuvent venir les positionner. Et voilà, donc Sarah, si tu veux continuer l'explication. Donc voilà, là, c'est l'idée que par exemple, si la carte, elle est sur on a toutes les cartes qui sont un peu du même format que celle de la fresque du pain, mais en plus petite, parce que du coup, il fallait que ce soit raccord avec la taille de la map monde. Avec pareil, donc une illustration et le nom d'un côté, et des explications de l'autre côté. Et en bas à droite, en foncé, la réponse. Voilà, ici, un peu cachée pour pas tomber instinctivement dessus, mais elle est quand même visible. Et du coup, l'idée, c'est que si la carte est sur le mur avant de pouvoir jouer, il y a une bande de scratch tout en bas. On peut donc mettre les cartes quand elles sont au repos, on va dire. Et après, donc, le jeu, ça va être de piquer chacune des cartes pour essayer de la replacer. Donc là, on a par exemple la tortilla. Soit direct ça nous évoque quelque chose, ah bah oui je sais que c'est là-dedans qu'on mange des burritos, ou alors ah je sais pas trop, je regarde au dos, quelques informations, fine galette de maïs toute ronde, la tortilla est à la base de nombreux plats typiques comme les burritos, les faritas ou les enchiladas. Donc voilà, après reste d'informations. Et du coup, avec les patchs scratch qui sont déjà, je sais pas s'ils se voient bien, mais par exemple en Amérique, il y en a un ici, un là et un là. Et donc, ça par déduction, de savoir à peu près où est-ce que c'est possible de placer les cartes. Et donc après, le but, c'est de les replacer une par une au bon endroit. Donc, bretzel, ça va être en Europe, en Alsace ou en Allemagne. Le bagel, donc, on le met à New York parce que c'est là qu'il est devenu connu, mais originaire d'Europe, de l'Est. Le bao, donc pour la Chine. Pain pita en Turquie, voilà tout ça. Donc
c'est un peu le jeu. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut être fait en autonomie aussi. Nous, sur le Salon de l'agriculture de Provence, on l'avait mise au mur et on l'a laissé en libre accès, aussi bien aux familles qui voulaient venir toutes seules ou par exemple au fond d'une classe dans le coin un peu bibliothèque. Ça peut être laissé en libre accès. Il y a un petit clin d'œil, un petit piège avec le fruit à pain. Donc ça, c'est pas du pain pour le coup, mais dans son nom, il y a pain. Et du coup, on l'a quand même mis pour faire un clin d'œil par rapport au rôle nutritif qu'a joué le pain et qu'a joué aussi le fruit de l'arbre à pain pour lutter contre la famine et les composantes nutritives qu'il contient. Donc ça va être quelque chose qui se situe dans les zones tropicales. Donc on l'a mis en Océanie, dans les îles. Et voilà. Et même en tant qu'adulte, il y a quand même des choses qu'on peut découvrir, qu'on peut apprendre. Donc c'est quand même sympa. Voilà. Pour les explications, est-ce que vous avez des questions? Tu veux venir avec moi, ça va peut-être. Non, alors moi j'avais trouvé en fait à peu près la même carte, mais il y a d'autres trucs en plus en fait. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était la filière. Je sais pas. C'est sur le pain? Ouais, complètement. En fait, ça suit un peu votre déroulé en fait. C'était un petit livret pour les enfants. Et je vois qu'il y a encore plus de sortes de pain. Je trouvais ça pas mal. C'était sur Passion céréales, l'observatoire du pain. Et en fait, du coup, ça complète, quoi. Super. Ouais. Parce que vraiment, ça suit vraiment votre document à vous, quoi. Ok. C'est super bien. Oui, voilà. Après, c'est des phrases qui peuvent aussi être complétées par d'autres éléments. Ou si vous connaissez d'autres pains, vous pouvez aussi rajouter des cartes. Ouais, c'est super. Enfin, c'est super complet, quoi. C'est très bien, votre carte. Voilà, et à utiliser. Et surtout, si vous l'utilisez, que vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Sarah, malheureusement, son stage va s'achever dans un mois, mais me faire des retours sur l'utilisation, c'est toujours bien. Ça a bien marché au Salon des agricultures de Provence. Et la fresque aussi. Et la fresque, on l'a aussi fait avec des publics adultes. Et c'était aussi sympa de le faire. Ça va plus vite, mais, oui. Mais c'est quand même intéressant. Voilà, est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres questions? Nous, on est super intéressés de l'utiliser. C'est vraiment un travail hyper précieux. Je me demandais si, justement, il fallait vous demander une autorisation particulière. De temps en temps, on accueille des scolaires, des personnes fragilisées aussi, des habitants dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. On est à Sorgues. Et on est nous, on fait un peu filière dans le sens où on a créé une filière courte. Agriculteurs bio, voilà, qui sont autour de Sorgues, 50 km max, qui travaillent des céréales, des légumineuses en rotation, qui diversifient. Dans le moulin de la Grange des Roues, c'est la Grange des Roues à Sorgues. Dans le bâtiment, on a réinstallé une minoterie. Donc, on a une capacité d'1 tonne de farine par jour à peu près. Et après, dans le moulin, il y a 3 boulangères qui sont fondées en SCOP et qui font des pains au levain issus de ces farines locales, biologiques exclusivement. Et donc, elles font un peu de partage de savoir-faire sur le panifier des céréales locales au levain. Et nous, l'association La Grange des Roues, on accueille des différents publics, que ce soit des scolaires ou des personnes, la mission locale, maison familiale rurale, soit des jeunes, soit des personnes qui cherchent leur parcours professionnel parce qu'ils ont été dans des situations difficiles. Et en général, ça les fait énormément participer, de parler du pain, de parler de leurs expériences, ça. Donc, le support est vraiment génial pour ça. Je me demandais, si c'était libre d'utilisation, si on pouvait l'adapter aussi à certains moments. Complètement. Vous pouvez l'utiliser sans modération, sans autorisation, sans il n'y a pas de souci. Vous avez eu le lien là d'accès au Drive et vous pouvez tout prendre et tout utiliser. C'est le but. Donc c'est super. Merci pour ce retour et puis bravo pour votre projet qui est super chouette. C'est pas sur notre territoire précisément, on est voisins, mais c'est top. Par contre, moi j'avais peut-être une question. Des agriculteurs. Parce que donc moi je suis sur la Fare des Oliviers.
À Coudoux, il y a une boulangère du coup qui sème son blé sur la fare, qui l'amène au moulin de Grance, puisqu'il y a un moulin, donc qui fait son pain. Donc on avait essayé, il y a quoi, 2-3 ans de ça à la cantine. Les enfants, comme c'était la première fois, ils n'ont pas forcément apprécié le pain parce que, évidemment, rien à voir avec le pain blanc, forcément. Là, cette semaine, comme je fais des ateliers sur le goût avec le centre de loisirs, du coup, j'ai remis le pain sur le mardi et le jeudi pour retenter l'expérience. Alors, du coup, je ne sais pas comment arriver à leur faire apprécier, alors, sachant qu'il faut les faire goûter plusieurs fois, je pense. Mais si vous avez des, je sais pas, des astuces ou des, alors je vais essayer d'accompagner au mieux hein, pour qu'ils comprennent, quoi, hein, forcément. Mais voilà, je sais pas si vous avez des retours déjà de cantine qui, voilà, ça a été dur pour les enfants peut-être, je sais pas. Sur le volet juste présenté à la cantine, après, en fait, dans le kit, il y a une 4e animation de dégustation pleine conscience à l'aveugle qui peut se permettre, donc Ouais. ça va rapidement après. Mais juste pour les cantines, il y a pas mal de, notamment Martigues, je crois, qui est quand même une grosse commune, etc. Ils sont passés au pain semi-complet et ils font une fois par semaine, je crois, un pain spécial. D'accord. Et en fait, c'est l'habitude. Eh oui, ouais, voilà, c'est ce que je pense aussi. Ça Hein. plusieurs fois, Ouais. qui marche. Et après, effectivement, quand on démarre par un atelier où ils ont pu mieux connaître le produit, même de manière générale, le pain en général, comprendre qu'en fait, il en existe plein de sortes différentes, qu'il y a toute une filière derrière, ça peut leur donner un peu plus envie de goûter. Et du coup, effectivement, la dégustation pleine conscience, tu veux en dire quelques mots, Sarah Ouais, bah du coup, je ne l'ai pas encore mis sur le kit, mais ça sera rajouté bientôt. C'est l'idée de les faire pendant un temps vraiment très calme et d'analyser tous les aspects sensoriels d'un aliment. Donc, le regarder, est-ce que ça me fait envie quand je le regarde ou pas? Pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose que je connais pas, que j'ai déjà vu? Après, de le sentir, de le toucher. Et aussi, du coup, au moment où on mange, c'est de le mettre dans la bouche et de ne pas le mâcher, de ne pas l'avaler directement, de le laisser fondre, de voir toute la texture, de le laisser se décomposer dans la bouche. Et du coup, c'est un moment qui peut être assez long et presque entre la méditation, presque de la méditation, quoi. Et ouais, et ça peut beaucoup, ça peut les reconnecter. Ouais, et sur la partie gustative, pour les pains, parce que c'est visuellement, souvent, ils bloquent, c'est de le faire à l'aveugle. Donc au départ, ils le voient, ils vont dire ah bah ça c'est bizarre, c'est marron, mais au moment de goûter, ils n'auront pas les yeux. Donc du coup, ils vont peut-être aimer un pain qu'ils avaient trouvé pas appétissant à la vue. Oui, peut-être essayer. Et après, c'est un pain organisé, mais ça peut se faire. Là, j'ai pris aux graines parce que je me suis dit aussi c'est peut-être plus, je sais pas, je trouvais ça peut-être un peu plus ludique à croquer, enfin au niveau de la texture, quoi. Mais voilà, on va tester, quoi, on va retester, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres retours? Merci de votre présence. De toute façon, on a tout enregistré. Donc, si vous voulez revoir, il y aura la vidéo et le lien de la vidéo, du coup, dans le guide, dans le kit. Comme ça, on mettra bien en évidence. Puis, ça permettra aux autres communes de ne pas être là, qui n'ont pas été là, de le voir. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Encore merci. Vraiment, merci pour ce travail. C'est super. Merci, Sarah, et bravo pour ce super boulot parce que c'est vraiment un travail de qualité, effectivement, et qui est très concret et très utile. Donc, c'est chouette aussi dans le cadre d'un stage comme ça. Donc, c'est super. Et on a pu le tester et le mettre en pratique auprès des enfants. Donc, c'était top. La semaine du goût, là, vous allez avoir pas mal de demandes, j'imagine, 13-18 octobre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on aura sûrement des communes qui en feront l'usage. Ouais. Voilà, et on vous envoie à la rentrée pour les communes le programme, vous l'avez eu dans la dernière lettre d'info, mais on vous enverra le programme finalisé pour l'année des prochaines journées dès la rentrée. Oui, moi je suis bien intéressée pour suivre l'actu et puis. Super, pas de souci, Amandine. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.
Je sais pas c'est toi.